Voilà pour les titres. Notez cette déclaration. Nous sommes extrêmement proches du but et il est temps de conclure. C'est ce que déclarait Laurent Fabius hier, avant que l'on apprenne, il y a quelques minutes, le report à samedi matin du projet d'accord final sur la COP21. Je vous propose donc d'écouter le ministre français des Affaires étrangères, également président de la COP21. Nous sommes extrêmement proches du but. Nous devons donc faire preuve de la responsabilité nécessaire pour trouver dans les heures qui viennent un terrain d'entente universel. Bref, il est temps de conclure. Nous sommes en ligne à présent depuis Paris avec Christian Mallard. Christian, bonjour. Alors, ce report du projet d'accord, est-ce qu'il vient nous dire finalement que les points d'achoppement sont encore plus nombreux, encore plus tenaces qu'imaginés ? Il y a toujours des points d'achoppement, Nathalie. Ouais, le président de la COP21, j'ai envie de dire qu'il joue à Marathon Man dans Marathon Night. On vient de passer une nouvelle nuit blanche à négocier. On entend les gens dire on n'en peut plus d'attendre. Alors, la signature de l'accord est donc repoussée, comme vous l'avez dit, à demain matin, mais on ne sait même pas si ça ne va pas être repoussé un peu plus tard. Ça, il n'y a aucune certitude. Les points de désaccord, il y a même maintenant un point de désaccord sur la limitation du réchauffement climatique. Les uns sont d'accord pour les 2 degrés dont on avait déjà parlé depuis le début. D'autres disent maintenant, mais ça serait quand même mieux, 1,5. Bon, alors vous voyez, on est en train de discuter de détails. Il y a aussi toujours ce problème de financement de la lutte contre le réchauffement climatique, ces fameux 100 milliards de dollars qu'il faudrait payer à partir de 2020 pour les pays pauvres ou vulnérables, comme on les appelle. Et là, on sent bien qu'il y a des divergences. Il y a ceux qui sont prêts à payer, d'autres qui ne veulent pas, les États-Unis qui seraient prêts à doubler leur petite mise, mais d'autres, comme les Chinois et les Indiens, qui sont réticents. Et puis il y en a même qui ne veulent même pas participer au dédommagement lié aux catastrophes climatiques. Donc les petits détails, les petites réticences s'ajoutent, s'accumulent. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a repoussé à demain matin. Dans le meilleur des cas, on aura une signature demain, mais je préfère rester prudent sur la suite. Alors on va essayer d'être un peu plus optimiste à présent. Christian, ce texte de 29 pages, que comprend-il comme accord commun finalement ? Si vous voulez, c'est l'accord traditionnel qu'on connaît depuis des années. On dit on est d'accord pour qu'il y ait une baisse de la température, que c'est fondamental pour l'avenir, que ça serait une véritable menace aujourd'hui pour les populations du monde entier, en particulier sur le continent africain. Il y aurait davantage de migrants à travers le monde et que peut-être même l'Europe serait complètement envahie. Si vous voulez, il y a cet accord fondamental, mais c'est toujours, chaque fois que je dis, j'ai assisté à Copenhague à la même chose il y a 6 ans, en 2009. On avait dit, on va essayer de trouver un accord, on est d'accord sur le fond, mais chaque fois qu'il faut parvenir aux détails qui fâchent, eh bien, il y a toujours il y a toujours des désaccords. Et c'est vrai qu'il y a 195 pays qui sont là. Est-ce qu'on peut mettre tous les pays de la planète en accord? Ça serait vraiment l'idéal, mais je crois qu'il ne faut pas rêver. Et il y a 6 ans en tout cas, le sommet de Copenhague s'était soldé par un échec. Merci beaucoup Christian pour ces explications. Alors principal concerné par ce sommet, l'Afrique. Paris le sait, l'Afrique attend de la COP21 des engagements concrets. Pour que l'accord soit ambitieux et réponde aux attentes du continent, il devra tenir compte de plusieurs lignes rouges. Regardez. Un continent qui pollue le moins mais qui paye un lourd tribut du réchauffement climatique. L'Afrique compte sur les solutions apportées par la COP21. Le continent consomme très peu d'énergie. 621 millions d'Africains n'ont en effet pas accès à l'électricité. Comparé aux pays développés, la consommation des Africains est dérisoire. En Espagne par exemple, les 47 millions d'habitants consomment près de 2 fois plus d'énergie que la population d'Afrique subsaharienne, pourtant 18 fois plus élevée. Un Tanzanien met lui 8 ans à consommer ce qu'un Américain consomme en un mois. En Grande-Bretagne, une bouilloire utilisée 2 fois consomme près de 5 fois plus d'électricité que la consommation moyenne annuelle d'un Malien. Sur cette même planète, 2 mondes différents cohabitent donc, mais c'est le continent africain qui subit de plein fouet les conséquences énergétiques des pays occidentaux. Les pays développés font partie des plus gros pollueurs et l'impact disproportionné sur les pays en développement est un résultat direct du comportement et des choix d'investissement que font les pays développés. Donc bien sûr, les pays développés doivent être fair-play et assumer leurs responsabilités. C'est important qu'ils réduisent leurs émissions de CO2 et s'engagent à adapter leur financement en fonction de l'enjeu. L'enjeu de l'accord est crucial pour l'Afrique. La réduction des gaz à effet de serre, l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique, le développement et le transfert des technologies, mais surtout une aide financière, 93 milliards de dollars
promis sur 10 ans. Cette aide pourrait permettre à l'Afrique d'acquérir des moyens pour lutter contre le réchauffement climatique qui pèse lourd pour le continent africain.